La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame la garde des Sceaux. Madame la ministre. Oui, pardonnez-moi, je pédalais aussi vite que le permet mon âge avancé. Madame la Présidente, oui, j'attendais des protestations un peu plus vigoureuses et un peu mieux réparties, plus bilatérales. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons en deuxième lecture donc, pour ce projet de loi qui vise à définir les attributions du garde des Sceaux en matière de politique pénale et en matière de mise en œuvre de l'action publique, ces relations, donc, celles du garde des Sceaux avec le ministère public. C'est un texte de loi que vous avez examiné récemment et sur lequel vous êtes exprimé. Et dans les interventions que vous avez présentées, vous avez fait le lien de façon assez systématique entre ce projet de loi et le projet de réforme constitutionnelle. Car de fait, ce sont deux textes de loi à la fois cohérents et complémentaires que le gouvernement a voulu soumettre au Parlement avec l'objectif d'assurer l'indépendance de la justice, mais surtout de rétablir la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Il est certain que nous nous retrouvons aujourd'hui en deuxième lecture dans une configuration qui était peut-être plausible, sans doute d'ailleurs puisqu'elle est effective, mais qui n'était pas celle que nous imaginions, puisque le projet de réforme constitutionnelle ayant été profondément dénaturé lors de la première lecture au Sénat, le gouvernement a décidé d'interrompre provisoirement le processus législatif de ce projet de réforme constitutionnelle. Nous poursuivons avec ce projet de loi une bonne nouvelle, certainement pas pour les citoyens, certainement même pas pour vous qui depuis plusieurs semaines mettez en cause la magistrature et les magistrats. Et là, nous avons quand même une opportunité par un certain nombre de dispositions de rétablir le lustre de cette instance et vous choisissez de ne pas y faire droit. Si j'étais pessimiste, je citerais Schopenhauer, vous savez, cet écrivain d'un pessimisme particulier, mais qui avait une lucidité extraordinaire que vous goûterez sans doute lorsqu'il affirmait que toute vérité franchit 3 étapes. Nul n'est parfait. Une vérité franchit 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite elle subit une très forte opposition et enfin elle est considérée comme si elle avait été une évidence. Nous savons que nous avons le temps pour nous, nous allons donc prendre ce temps pour nous. Nous conservons la finalité et l'ambition d'accorder à l'autorité judiciaire l'indépendance qui lui sied, qui lui permettra d'exercer ses missions principales au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, à la fois de nomination des magistrats, du siège et du parquet, mais aussi des juges pour les sanctionner éventuellement, mais aussi permettre à l'ensemble de la magistrature d'accéder à cette indépendance et donc de pouvoir juger en toute impartialité et surtout en dehors de toute suspicion d'ingérence du pouvoir politique dans l'exercice de cette belle mission de juger. Nous avons donc aujourd'hui ce texte de loi sur les attributions du garde des Sceaux et ses relations avec le ministère public. L'essentiel des dispositions de ce texte de loi, dont vous connaissez le contenu parfaitement, puisque le débat en première lecture a été très nourri, l'essentiel de cette disposition consiste à introduire dans le Code de procédure pénale l'interdiction d'instructions individuelles, donc d'instruction du pouvoir politique dans des affaires pénales individuelles. Nous prenons cette décision en connaissance de cause et nous en tirons toutes les conséquences, et notamment les conséquences structurelles qui sont fondées sur l'ordonnance de 1948, puisque vous vous souvenez que je vous avais dit que nous ne touchons pas au parquet à la française, c'est-à-dire que nous maintenons le lien hiérarchique qui est défini dans l'ordonnance de 1958, mais nous en tirons les conséquences aussi en termes opérationnels, puisque les autres articles de ce texte de loi visent à définir les attributions des procureurs généraux et des procureurs.
Ce sont des dispositions qui sont conformes à un engagement clair, officiel, public, pris par le président de la République. Ce sont des dispositions que je respecte depuis un peu plus d'un an que je suis aux responsabilités et qui ont été énoncées notamment dans la circulaire pénale que j'ai publiée et diffusée le 19 septembre 2012. Je vous l'ai dit tout à l'heure et vous le savez parfaitement, ce texte sorti des débats du Sénat a perdu ses dispositions essentielles puisque le Sénat a choisi par amendement de supprimer cette interdiction d'instruction individuelle. Je ne doute pas que vous allez rétablir ces instructions individuelles. Je suis sûre que vous allez les rétablir en me basant simplement sur le contenu de vos interventions pendant la première lecture, sur la qualité de ces interventions, ce qui prouve que ça n'était pas par inadvertance, mais bien par choix et par ambition que vous avez décidé qu'il fallait inscrire dans le Code de procédure pénale cette interdiction d'instruction dans les affaires pénales individuelles. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons les instructions individuelles? Parce que nous entendons des arguments qui pourraient laisser entendre à un moment ou à un autre de grandes distractions, qu'il y aurait quelques vertus à vouloir maintenir ces instructions individuelles. Ces instructions sont écrites et versées au dossier. C'est l'état actuel de l'écriture de l'article 30 du Code de procédure pénale. Ces instructions concernent la possibilité pour l'exécutif de saisir le parquet pour demander de diligenter une enquête préliminaire, d'ouvrir une information judiciaire ou de poursuivre. Et une fois que la juridiction est saisie, l'exécutif, le pouvoir politique, peut saisir cette juridiction et demander au parquet donc de requérir un non-lieu, par exemple, ou une relaxe, ou telle autre peine, ou demander au parquet de requérir un appel. Nous décidons de rompre avec cela, et en toute connaissance de cause, parce que nous nous rendons bien compte que si ces instructions individuelles sont écrites et versées au dossier, conformément aux dispositions d'ailleurs de la loi de janvier 1993 et de la loi d'août 1993, en sachant que depuis 1958, les gardes des Sceaux ont le pouvoir de donner ces instructions individuelles. Ce sont les lois de 1993 qui ont imposé que ces instructions soient écrites et versées au dossier. On constate qu'effectivement, ces instructions devant être écrites et versées au dossier, c'est une prohibition implicite des instructions orales, donc non écrites et non versées au dossier. Mais ces instructions qui permettent de poursuivre tant qu'on n'est pas encore en juridiction laissent entendre que implicitement on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas donner l'ordre de ne pas poursuivre, pardon. Par contre, à partir du moment où on peut saisir la juridiction, il est évident qu'on peut donner l'instruction de ne pas condamner, puisqu'on peut donner l'instruction du non-lieu ou de la relaxe. Par conséquent, nous estimons que les inconvénients de l'instruction individuelle sont des inconvénients extrêmement lourds, avérés et lourds, alors que les avantages en contrepartie du maintien des instructions individuelles, ceux-là ne sont pas avérés. Et pour ceux qui craignent, parce que nous entendons ceux qui s'inquiètent et qui disent « mais alors vous serez complètement désarmés, l'État sera désarmé ». Pour ceux qui craignent que cela fait un an que je ne donne pas d'instruction individuelle. Mon prédécesseur s'est toujours réclamé du fait que pendant toute sa responsabilité, il n'a pas donné d'instruction individuelle. Il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, sous la législature Jospin, pendant 5 ans, les gardes des Sceaux, Elisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu n'ont pas donné d'instruction individuelle. Et que je sache, il n'y a pas le moindre exemple où, sur des contentieux importants, parce que c'est quand même ça l'aspect vertueux de la réclamation de ces instructions individuelles, c'est que sur des contentieux graves et importants, est-ce que l'État serait complètement désarmé? Nous pensons immédiatement au terrorisme, par exemple. Nous pensons à la préservation des intérêts fondamentaux de la nation. Eh bien, pendant les 5 ans de la législature Jospin et depuis 1 an que je suis aux responsabilités et pendant l'année et demie où M. Mercier était garde des Sceaux, il n'y eut pas d'instruction individuelle et nous n'avons pas connaissance de drames, de tragédies sur des contentieux qui sont au contraire extrêmement encadrés et correctement traités par nos juridictions. Il n'y a donc pas d'évidence
dans les avantages à maintenir les instructions individuelles, il y a des inconvénients majeurs, à savoir une suspicion qui s'entretient, qui se nourrit, qui laisse supposer aux citoyens ordinaires que le pouvoir politique s'immisce dans les procédures individuelles, qu'il prend des positions partisanes, qu'il donne des instructions, qui préserve les puissants, qui préserve les amis du pouvoir, mais qui laisse le justiciable ordinaire démuni avec sa fragilité face à l'institution judiciaire. Nous faisons donc le choix de renoncer à ces instructions individuelles et de faire en sorte que les citoyens retrouvent confiance dans l'institution judiciaire. C'est un texte que nous connaissons bien, donc je ne doute pas que vous allez rétablir cette interdiction des instructions individuelles. Je le disais, c'est un texte que nous connaissons bien, que nous savons quels sujets ont fait débat ici en première lecture à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Les instructions individuelles n'ont guère fait débat ici, puisque, je le disais, les arguments que vous avez vous-même développés ont montré que c'est bien en conviction que vous estimiez qu'il nous fallait inscrire dans l'article 30 du Code de procédure pénale cette prohibition d'instruction individuelle, en sachant que, par contre, il est indiqué très clairement que le garde des Sceaux est responsable de la politique pénale, que cette politique pénale est définie, énoncée, diffusée par circulaire générale et impersonnelle, et que dans la régulation des relations entre le garde des Sceaux et le ministère public, il revient aux parquets généraux qui sont chargés d'animer et de coordonner l'action publique, de faire remonter par rapport annuel au garde des Sceaux l'application des politiques pénales qui ont été diffusées au cours de l'année. Et puisque vous avez choisi que le garde des Sceaux, en première lecture, vous avez choisi que le garde des Sceaux rédige et publie un rapport annuel sur la politique pénale et vienne devant le Parlement en rendre compte, c'est une disposition qui est essentielle en termes d'information de la représentation nationale et qui est essentielle aussi dans la réflexion que nous pouvons porter sur la publicité de ces circulaires générales. Le garde des Sceaux diffuse donc des circulaires générales sur sa politique pénale. Ces circulaires peuvent être aussi, tout en restant impersonnels, limités à un territoire où il y aurait un profil de délinquance et de criminalité particulier, et ces circulaires peuvent être également thématiques. Vous avez souhaité rendre d'une certaine façon générale et presque systématique dans un premier temps, je sais que vous l'avez nuancé pour cette deuxième lecture, la publicité des circulaires. C'est une exigence de transparence que l'on peut comprendre parfaitement et qui est totalement légitime. Simplement, avec la disposition que vous avez introduite et qui permet au garde des Sceaux de rendre public son rapport, mais aussi de venir le défendre devant vous, vous introduisez de la transparence et vous l'introduisez au bon moment. Vous l'introduisez au bon moment parce que faire connaître toutes les orientations des circulaires, une fois que ces orientations ont pu commencer à être appliquées, est un moment plus pertinent, plus judicieux que la publication immédiate de ces circulaires. Pourquoi? Parce que ces circulaires visent l'efficacité de l'action judiciaire. Et la publication immédiate, générale, systématique de ces circulaires peut nuire à l'efficacité de cette action judiciaire. Imaginons un certain nombre de contentieux un peu particuliers et sensibles. Je pense au terrorisme, une fois de plus, je pense au trafic de stupéfiants, je pense également à la criminalité organisée. Sur ces contentieux en particulier, les circulaires peuvent contenir des éléments de stratégie judiciaire ainsi que des indications concernant des techniques d'enquête à privilégier ou à développer. Elles peuvent aussi contenir un certain nombre d'informations qui sont à destination des seuls magistrats et qui peuvent concerner des organismes, des techniques, qui peuvent concerner des partenaires. Dans ces cas-là, la publication de ces circulaires nuirait à l'efficacité de l'action judiciaire sur ces contentieux à un moment donné. Pour ces raisons, je vous demande de reconsidérer la question de la publicité de ces circulaires, étant entendu qu'au moment où le garde des Sceaux vous en rendra compte, vous aurez connaissance de tous les éléments et qu'en tout état de cause, en votre qualité de parlementaire, c'est sans la moindre difficulté
que je mettrai à votre disposition les informations qui vous concernent ou qui vous intéressent sur le contenu de ces circulaires. Mais leur publicité me paraît pernicieuse, en tout cas contenir des risques assez singuliers pour l'efficacité de l'action judiciaire. Je rappelle par ailleurs que certaines circulaires peuvent faire l'objet d'ailleurs d'une publication très, très intense. C'est ce que j'ai souhaité pour ma circulaire générale de politique pénale publiée le 19 septembre 2012, c'est-à-dire qu'elle circule le plus largement possible, puisqu'elle contenait à la fois les orientations, les principes directeurs de l'action pénale, de l'action publique donc en matière pénale, mais également la nouvelle architecture, d'une part des attributions du garde des Sceaux et d'autre part des attributions du ministère public et les relations entre le garde des Sceaux et ce ministère public, et qu'il me paraissait important que cette circulaire soit le plus et le mieux connu possible. Les autres circulaires font l'objet de publications aussi, parce que d'abord, la plupart des circulaires, lorsqu'elles portent la mention NOR, comme les décrets ou comme les lois, elles font l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère de la Justice. Elles peuvent même être publiées au journal officiel. Donc nous avons là quand même des garanties d'information, mais il me paraît délicat d'envisager que l'action de l'État soit fragilisée sur un certain nombre de contentieux du fait de cette obligation de publication. Alors j'entends bien, puisque j'ai vu comment les choses, le débat a évolué et comment les formulations de cette nécessité de publicité ont été exprimées, nous pourrions nous retrouver face à des discussions sans fin quant à l'appréciation du bien-fondé du recours à l'exception, alors que déjà, de fait, la publication étant la règle générale, il est bon, me semble-t-il, de réserver à l'exécutif le discernement nécessaire pour choisir de ne pas rendre public certaines circulaires. Le nombre de ces circulaires sera résiduel. Le dernier point qui fait encore discussion concerne une mention qui a été introduite par votre rapporteur et à laquelle, je crois, il est très, très attaché, et qui consiste à avoir complété la rédaction de l'article 31 du Code de procédure pénale par une mention sur le respect du principe d'impartialité qui incombe aux magistrats du parquet, donc aux magistrats du ministère public. Sur ce point, je crois qu'il y a effectivement un sujet de débat réel. Vous vous souvenez qu'en première lecture, j'ai émis des objections, en tout cas des réserves concernant cette disposition, essentiellement sur la base de la mention dans ce seul article de cette obligation d'impartialité, alors que le sens même de cette réforme, de ce projet de loi, et aussi de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le sens même profond des dispositions de ces textes consiste à créer les conditions d'impartialité pour les juges, d'une part. D'autre part, le fait de l'inscrire dans ce seul article du Code de procédure pénale et de ne pas le faire dans les autres articles qui traitent du juge notamment, alors que le juge est tenu à la fois à l'indépendance et à l'impartialité, me pose un certain nombre de problèmes que je vous ai exposés déjà. Je vous rappelle aussi que nous avons choisi de ne pas toucher au parquet à la française. Et vous savez que nous avons des débats sur le ministère public, son rôle et sa nature, son statut particulier. Je réaffirme, comme l'indique la Constitution, l'unité du corps judiciaire, l'unité donc de la magistrature, qu'il s'agisse du parquet ou du siège. Et cette unité du corps est essentielle, même s'il est certain, et du fait notamment de l'ordonnance de 1958, il est certain que la relation du ministère public avec l'exécutif n'est pas de la même nature que celle de la relation des juges du siège. Néanmoins, nous avons une conception constitutionnelle de l'autorité judiciaire. Et dans cette autorité judiciaire, il y a bien le ministère public. Alors nous savons qu'il y a des débats, nous en avons parlé lors de la première lecture, et notamment des avis émis par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par la Cour de cassation. Et nous estimons notamment, par contre, le Conseil constitutionnel, lui, de façon constante, considère que le ministère public appartient à l'autorité judiciaire. La conception conventionnelle de l'autorité judiciaire entend essentiellement l'autorité de jugement, donc la capacité à prononcer des mesures privatives de liberté.
Et en ce sens, évidemment, le ministère public n'est pas une autorité de jugement. Il demeure que du point de vue constitutionnel, le ministère public reste une autorité judiciaire et sans avoir à assumer les responsabilités qui incombent au juge de prononcer des décisions de privation de liberté, il est néanmoins le garant des libertés individuelles. Et pour cela, nous tenons à la préservation de son statut. Or, le fait de le distinguer de cette façon dans l'article 31 me paraît de nature à conforter et à interroger d'une certaine façon sur le statut et le rôle du ministère public. Il nous a été répondu parfois que le ministère public est une partie au procès pénal. Incontestablement, c'est une partie au procès pénal. Mais ce n'est pas une partie comme les autres, ce n'est pas une partie ordinaire, puisque le ministère public est chargé de défendre l'intérêt de la loi, de défendre l'intérêt de la société. Et à ce titre, il est chargé, dans ses enquêtes notamment, de veiller, ainsi que lorsqu'il requiert, il est chargé de veiller à l'émergence de la vérité, il doit instruire à charge et à décharge, il doit exercer une mission d'une extrême rigueur, et pour cela donc, il est une partie au procès, mais il est une partie particulière au procès. Il est une partie poursuivante au procès. C'est une autorité de poursuite. Et c'est justement ce caractère d'autorité de poursuite qui fait que la Convention européenne des droits de l'homme, dans ses dispositions concernant l'impartialité, ne vise pas le ministère public tel qu'il exerce ses missions dans notre droit ici, dans notre institution judiciaire, et de même que la jurisprudence même de la Cour européenne. Ainsi que, ça c'est pour l'article 6 de la Convention, l'article 5 qui est relative à la privation de liberté, elle-même considère que parce que le parquet est autorité de poursuite, le parquet ne peut pas assurer le contrôle de la garde à vue et que c'est au juge qu'il revient, au-delà de 48 heures, de prononcer, parce que le juge, justement, le juge et le tribunal sont des autorités indépendantes et impartiales. Voilà les raisons pour lesquelles je conserve des réticences sur cette périphrase ajoutée par le rapporteur, soutenue par la commission des lois et votée par l'Assemblée nationale. Donc voilà, je m'inclinerai si vous décidiez de la maintenir, pas parce que je n'ai pas le choix, encore que je n'ai pas le choix, mais néanmoins, il m'apparaissait utile d'argumenter et de vous expliquer les raisons de mes réticences, parce que je crains quand même deux choses. La première, c'est qu'on introduise ainsi une confusion sémantique entre le sens déontologique de l'impartialité, qui concernerait le parquet, et le sens juridique de l'impartialité, qui concernerait davantage les magistrats du siège. Enfin, l'impartialité est attendue du ministère public, elle est attendue des magistrats du siège. L'inscrire de cette façon à l'article 31 du Code de procédure pénale me paraît néanmoins susceptible, au cours du temps, d'entraîner des contestations peut-être un peu intenses et intensives de l'impartialité du ministère public. Voilà les raisons pour lesquelles je maintiens mes réticences, même si je crois que vous maintiendrez votre choix d'ajouter cette périphrase à l'article 31. Voilà, en substance, ce projet de loi ainsi que le projet de réforme constitutionnelle visent avec ambition, avec audace et avec clarté à renforcer nos institutions. Nous voulons des institutions fortes et insoupçonnables. Nous les voulons ainsi pour les justiciables. Nous les voulons ainsi pour les citoyens ordinaires, pour ceux qui ne peuvent pas protester dans les médias, pour ceux qui n'ont pas les moyens de mobiliser des réseaux d'influence, pour ceux qui souvent n'ont même pas les moyens de s'offrir une défense spécialisée. Pour cela, nous voulons que les institutions soient fortes et insoupçonnables, et c'est le sens de ces deux textes de loi. Merci. Merci.